Plus sur les rêves. Que sont les rêves exactement? Très bonne question. Je vais essayer de. Ouais, je vais répondre un peu. Souvent, on fait les rêves, c'est pas seulement. On dit oui, le cerveau qui se décharge en fait. Il y a peut-être une petite partie de ça, mais on fait beaucoup de voyages en fait. Le corps est au repos, il y a très souvent la nuit, on fait des voyages astraux en fait. Moi, ça m'arrive de faire même par exemple, on a fait tous des cauchemars, des rêves, des plus beaux, des moins beaux. Et ça peut arriver très souvent qu'on fasse tout simplement un travail au niveau astral, qui va nous aider, nous, dans la vie de tous les jours, ou alors qui va aider aussi d'autres personnes ou l'humanité pour élever les vibrations de la Terre. Si je m'en souviens bien, la dernière fois, j'avais vu un endroit un peu glauque, ça devait être des tunnels, des choses comme ça, et je sais que j'étais dedans pour envoyer de l'énergie. Donc et là on se réveille, on est fatigué, on se dit ouais, ça a travaillé cette nuit. On se réveille des fois, je pense que ça vous arrive, on se réveille plus fatigué, on a l'impression d'être plus fatigué au réveil qu'au coucher. Et c'est ça, en fait, on a fait tout simplement un voyage astral. On a travaillé sur un autre plan de conscience. Et il y a différents niveaux après sur lesquels on va travailler, mais c'est souvent aussi pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Ou alors il y a des rêves qui essayent de nous révéler quelque chose. Si on rêve, j'avais beaucoup un exemple des rêves où je me disputais beaucoup avec ma mère, alors qu'en réalité on s'entendait très bien. Et c'est parce qu'il y avait une chose, un élément encore à guérir dans la relation. Et ça passait à travers les rêves. Où le rêve nous révèle ce qu'il y avait encore à conscientiser et sur quoi il fallait encore travailler. Il peut rajouter quelque chose. Oui, c'est vrai que le niveau du rêve, c'est quelque chose de très vaporeux par définition. Si on rentre dans le domaine physique, ce que nous voyons dans notre réalité, nous voyons avec les yeux, avec les sens. Nous entendons, nous voyons, nous goûtons, nous sentons. Et ça, ce sont les sens physiques, dans la matière. Quand on est dans le rêve, on est dans un autre plan dimensionnel. En fait. Et dans le rêve, en fait, vous voyez aussi ce qui se passe. Mais vous ne le voyez pas avec vos yeux. Vous le voyez avec votre esprit. Vous le voyez avec votre conscience. Et c'est pour ça que je rebondis tout à l'heure sur la réalité. En fait, dans la réalité, en fait, c'est notre conscience, comme dans le rêve, qui projette à l'extérieur, comme dans le rêve, en fait. Entre le rêve et la réalité, quand vous êtes réveillé, il n'y a pas une grosse différence. C'est quasiment la même chose. Alors évidemment, parfois, dans les rêves, ça paraît complètement tordu et complètement fou que vous ne verrez pas dans votre réalité, parce qu'il y a un conformisme collectif qui fait que ça ne peut pas se produire. Parce qu'il y a une sorte de formatage, je dirais, intellectuel qui est là pour nous empêcher de tomber dans des trucs complètement débiles, on va dire, comme ça peut se passer dans les rêves. Mais dans les rêves, en fait, c'est la même chose que dans la réalité. C'est la conscience qui vous projette dans le rêve et vous ne le voyez pas avec vos yeux, et pourtant vous voyez, mais ce n'est pas avec vos yeux, c'est votre conscience. Donc les yeux, c'est quoi en fait? Les yeux, c'est tout simplement un récepteur qui transmet l'énergie lumineuse à travers la rétine, à travers le cristallin, la rétine, le nerf optique et le cerveau. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Donc c'est un transformateur, et c'est là où intervient justement la conscience, et qui va interpréter ce que vous voyez. En fin de compte, il interprète ce que vous projetez. Donc, ce que vous projetez, c'est tout ça, et ce que je disais tout à l'heure, vous projetez des événements, et ce qui compte, en fait, c'est la réaction par rapport aux événements. On en revient toujours au rêve. Donc, entre le rêve et la réalité, en fin de compte, la différence est infinie. Est-ce que vous pourriez éclaircir la notion de transmutation et comment est-ce qu'on peut la pratiquer, s'il vous plaît?
Alors la transmutation, c'est à la base c'est aussi un terme alchimique, c'est-à-dire qu'on passe du plomb à l'or. Ça veut dire qu'en fait il y a une transformation alchimique qui crée un métaux lourd en un métaux précieux qu'est l'or. Donc symboliquement et au niveau de la transformation, la transmutation, quand on parle de transmutation, c'est la transformation de nos zones d'ombre en lumière. C'est-à-dire qu'il y a un processus de transformation, un peu comme on a dans la matière, si tu veux, dans l'alchimie. Transmutation, c'est vraiment la transformation d'une substance en une autre. Et en fait, dans le corps humain, comme tout est énergie, ces énergies qu'on appelle énergie noire d'ombre sont transmutées en lumière soit lorsqu'on qu'on passe des épreuves, soit quand on fait des sauts quantiques, soit quand dans un événement, on arrive à comprendre quelque chose de supérieur, on arrive à transmuter cette matière, en fait, si tu veux. On se sert de l'ombre et on la transmute en lumière. C'est ça, la transmutation. Oui, pour la transmutation, oui, tout à fait. En fait, entre transmutation et transformation, on transforme la matière et on transmute l'énergie. La transformation, c'est vraiment pour la matière. On ne transforme pas de l'énergie, on la transmute l'énergie, c'est-à-dire on la change. On change l'énergie à travers une forme. On est vraiment dans un phénomène quantique pur. Dans la matière, on est dans un phénomène quantique, mais qui est régi par des effets physiques. La gravitation, même si on sait qu'elle n'existe pas vraiment, c'est plutôt l'électromagnétisme au lieu de la gravitation. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais disons que la transformation, c'est vraiment le physique, et la transmutation, c'est l'énergie. Voilà. Question ? Oui, avant de poser ma question, je rebondis justement sur cette transmutation et j'invite juste tous ceux qui sont ici à pouvoir plutôt dire le mot œuvrer plutôt que de travailler sur soi. Parce que le travail, l'étymologie, c'est torture. C'est ça, c'est tripalum. Donc œuvrer, c'est quand même tellement plus léger et tellement plus beau pour le nouveau monde. Exactement. Voilà. Donc ça, tout à fait. C'est vrai Quand on Bravo. voit l'étymologie, Ouais. quand on voit l'étymologie du mot travail, qui est de tripalum, qui était un instrument de torture, c'est vrai que c'est pas top. Donc c'est pour ça qu'alors j'ai bien parlé de transformation, on appellerait plus travail, ça sera plutôt une activité collective, mais ce sera, chaque être humain œuvrera en fait pour l'humanité, c'est tout. Voilà, merci. Oui, parce que quand on sait ça, maintenant le mot travail, il me ouf, j'aime plus trop longtemps. Et ma question, ce serait quelle est votre perception ou sensation sur la place de la France dans le monde au niveau énergétique et au niveau de ses points énergétiques? Est-ce qu'elle a un rôle particulier dans le monde? Bon, on a bien entendu Olivier tout à l'heure qui nous a dit l'Europe, mais est-ce que la France, elle a quelque chose de particulier? Bon, pour la Belgique aussi, hein, mais je veux dire, est-ce que la France, elle a toujours été attribuée avec l'art, la beauté, l'amour? Bon, est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que ça n'a rien à voir? Oui, la France a une action énergétique très puissante, et ça a toujours été. C'est un centre névralgique de l'énergie, la France. De par sa disposition géographique et en même temps par son histoire. Elle a toujours eu une histoire, si vous voulez, qui a marqué les époques, le monde des Lumières, etc., la royauté, bon, bref. On ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais je repense toujours à ce qui s'est passé dans l'Antiquité, même avant ou après Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé vers la France parce qu'il y a toujours eu une essence énergétique plus puissante qu'ailleurs. Il y a d'autres centres énergétiques aussi dans le monde, hein. Mais la France, c'est vrai, c'est un lieu très particulier, et quand on connaît son histoire énergétique jusqu'à maintenant, tout ce qui se passe, même à l'heure actuelle, à cause de cela, ou grâce à cela. Par exemple, je pense encore à ce qui se passe au niveau des élections, au niveau
de tout ce qui se passe au niveau du travail de l'Alliance en France. Pourquoi en France ça a l'air de traîner beaucoup plus qu'ailleurs? Parce qu'il y a aussi une histoire, je dirais, de conditionnement des peuples. En France, c'est un des peuples qui a été le plus conditionné dans le monde. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu plus long. Donc, par exemple, quand vous prenez les pays africains, ils sont beaucoup plus libérés énergétiquement qu'ici ou dans les pays européens. Prenez les pays asiatiques, c'est la même chose. Les pays d'Amérique latine aussi sont beaucoup plus libérés énergétiquement parce qu'ils ont été moins conditionnés que les peuples européens où l'ex-État profond a établi ses bases. Hein. La France était une de ses bases en Europe et ailleurs, aussi dans des pays en Moyen-Orient, aussi établi ses bases. Donc il y a des centres, mais la France, pour répondre précisément à cette question, ça a toujours été un centre énergétique très puissant. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on y a mis des bases parce qu'il y avait justement une énergie extraordinaire? Oui, bien sûr, rien ne se fait par hasard. Hein. Si l'État profond a établi une de ses bases en France, c'est parce que c'était un lieu aussi pour les rituels sataniques, pour un tas de choses qui n'étaient pas vraiment très beaux. Et en même temps, ça a permis aussi grâce à ces énergies, ou à cause de ces énergies, de conditionner les gens. Vous voyez, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine masse énergétique aussi pour conditionner les gens. Mais, à l'inverse, à contrario, je dirais, ça permet aux gens, ça permet aussi aux gens qui habitent en France de pouvoir aussi avoir un certain esprit de rébellion, ces énergies. Vous voyez, même s'ils ont été très conditionnés, il y a une sorte d'ambivalence, je dirais, au niveau de l'esprit, où il y a à la fois le vrai et le faux, et en même temps, je suis conditionné, mais en même temps, je me rebelle. Vous voyez? Mais ça, c'est pareil, ce sont les énergies qui font ça, qu'on ne trouve pas forcément dans les pays asiatiques ou dans les pays africains, parce qu'ils n'ont pas été traités de la même façon, la culture est différente, et les énergies sont différentes. Et c'est vrai que la culture aussi est liée aux énergies. Voilà. Je vais rajouter que historiquement, la France a toujours été, en fait, on le voit même géographiquement, mais historiquement, un point clé. Et on ressent qu'il y a encore, à ce niveau-là, en fait, il y a beaucoup d'événements qui se produisent ici. C'est comme si ça fait un peu l'effet domino après sur d'autres lieux, d'autres pays. Et il y a aussi des points, on parlait des stellaires tout à l'heure, mais il y en a eu beaucoup en fait en France, rien qu'en Bretagne, on va à Carnac, il y a tous des alignements qui étaient comme des points de rencontre, comme des pistes d'atterrissage en fait pour des êtres stellaires. Donc, je pense que il y a encore à différents niveaux en fait, que ce soit pour les stellaires, mais aussi géographiquement, politiquement, enfin tout un enjeu en fait encore autour de la France. Et aussi avec la culture, il y a une certaine réputation qui est déjà instaurée dans le monde. Donc ce qui va se mettre en place dans ce pays se répartira en fait, parce qu'il y aura un intérêt en fait de dire ah oui il se passe ça, mais maintenant en France, partout où on va dans le monde, dès qu'on va à l'étranger, souvent on dit qu'on est français, il y a tout de suite un intérêt en fait. Donc il y a déjà une certaine réputation, pas toujours la meilleure d'ailleurs, mais en place. Et s'il se produit avec tout ce qui se produit, les nouveaux changements qui vont se produire ici auront un impact sur le reste en tout cas de l'Europe. Oui, et c'est incroyable parce qu'en fait, tu vois en France ce qui se passe, tu vois le président qui est en place, en tout cas celui qu'on nous montre, tu vois les mœurs, etc. Tu te dis, oh là là, quand tu voyages à l'étranger, tu sais, limite, t'as même pas. C'est pas que t'es pas. Je veux dire, t'assumes le fait d'être français, il n'y a pas de problème, mais tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de toute cette mascarade, quoi. Et en fait, tu te rends compte, moi je le vois en Bolivie, les gens, ils admirent la France, c'est impressionnant. Tu vas là-bas, tu dis, moi je dis pas que je suis français aux gens comme ça, mais quand les gens me posent la question, que ce soit un taxi, ou que ce soit un vendeur, ou que ce soit un commerçant, tu dis oui, je suis français. Il y a encore un rayonnement incroyable, malgré le fait qu'il y ait des choses complètement insensées qui se passent. Donc ça reste vraiment marqué. Et moi, je dirais que la France, c'est un centre de bataille, en fait. C'est un point de bataille, c'est un des points de bataille. C'est-à-dire c'était au niveau invisible, au niveau des énergies, évidemment pas au niveau du grand public,
ça a été un point de bataille entre l'ombre et la lumière. Tu vois, et ça fait partie du plan divin aussi. Ça a été un point où vraiment on a essayé de choper les énergies d'un côté comme de l'autre, d'où tout ce qui s'est passé depuis longtemps ici, quoi. Voilà. Alors, si ma question vous semble hors sujet, sentez-vous libre de ne pas y répondre. Merci. Quel est votre regard sur les chemtrails et les bandages aériens, s'il vous plaît? On en a déjà parlé souvent. Mais peut-être aller hors sujet aujourd'hui. Non, c'est pas hors sujet. La compréhension qu'on donne, parce que c'est souvent un sujet assez délicat, parce que les gens qui voient les chemtrails, tout de suite, ils pensent qu'on est en train de nous envoyer des produits toxiques. En fait. Ouais. Le problème, très souvent, comme on dit toujours, c'est pas l'apparence des choses qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, vous avez dit, très souvent, en fait, les chemtrails, il y a eu un plan chemtrail, comme il y a eu un plan de l'état profond, comme il y a eu un plan de la contamination de l'alimentation, etc., qui a existé. C'est un vrai plan. Mais aujourd'hui, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous dit tout est sous contrôle de l'Alliance. Alors quand on vous dit tout est sous contrôle de l'Alliance, c'est pas que tout le monde est bien et que tout le monde va bien. C'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire que les choses sont sous contrôle. C'est-à-dire que les choses très mauvaises et très toxiques qui visaient à éliminer l'humain ont disparu. Mais il reste des manifestations, des traces et des choses qui sont là justement dans cette période de transition pour justement séparer le vrai du faux. Concernant les chemtrails, moi je vous donne ma compréhension et mon ressenti et les informations que j'ai. Les chemtrails que vous voyez actuellement ne sont plus toxiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus là pour vous contaminer. Il y a du dioxyde de chlore, etc. Bon, ça c'est dans le détail. Aujourd'hui, les chemtrails que vous voyez ne sont pas là pour tuer l'humanité, si vous voulez. Mais c'est pas beau à voir, parce que c'est vrai, quand tu lèves le regard, tu vois des chemtrails, c'est pas beau. Mais sachez que ça, ils ne sont pas là pour vous détruire. En tout cas, les chemtrails actuels, pas comme ceux d'il y a 20 ou 30 ans. Voilà. D'ailleurs, il y a 20 ou 30 ans, il y avait des chemtrails, personne n'en parlait, et tout le monde était contaminé. Et personne ne donnait son avis là-dessus. Maintenant, les gens ont vu quelque chose, comme c'est mortifère, tout de suite, hop, on va inonder les réseaux là-dessus. Sauf qu'ils n'ont jamais pris le temps de savoir réellement ce qu'il y avait derrière. En tout cas, pas les chemtrails actuels. Voilà. Et puis, si vous voyez l'inverse dans des publications, dans des partages, comme quoi les gens apportent des preuves que les chemtrails sont toxiques, bah, c'est vous qui voyez. C'est-à-dire que si ça résonne ou pas en vous, on en revient toujours au même. On vous envoie des informations pour que vous puissiez trier le vrai du faux, par exemple. Nous, ce que nous disons, vous pouvez le croire ou vous ne pouvez pas le croire, c'est pas le débat. Vous nous posez une question, on vous répond en fonction de ce que nous savons, en nous, au fond de nous. Vous voyez, voilà. Et de l'information que nous pouvons recevoir aussi. Après, si vous recevez des informations contraires, qui va peut-être vous dire « Ah, mais oui, mais non, en fin de compte, ça existe peut-être, etc. » C'est vous, c'est votre âme et conscience et votre discernement. Et le discernement passe par le cœur, jamais par le mental. Donc si ça résonne en vous ou pas, ça c'est à vous de voir. Voilà. Et je voudrais rajouter aussi, après, quand on a l'impression de voir quelque chose de négatif, en fait, déjà pourquoi se baser sur le négatif en fait? Alors on peut se dire, bon, il y a eu des changements, du progrès, comment ça résonne en moi? Est-ce que c'est encore négatif ou pas? Et souvent, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, on faisait comme si on était un peu accro à notre peur, on aime avoir peur en fait. Donc on se disait, dès qu'il y a des chemtrails, il faut en avoir peur, on se base souvent un peu sur le négatif. Du coup, il faut après vraiment essayer de les conscientiser, en fait, de voir, conscientiser dans l'autre aspect, de se dire, bon, il y a eu vraiment des changements, donc en fait, on n'a plus besoin d'en avoir peur. En fait. D'ailleurs, même s'il y a quelque chose de négatif et qu'on se dit mais j'en ai pas peur, ça ne me touchera pas, ça reste comme indifférent, en dehors de nous. Et du coup, ça ne nous atteint plus. Et de toutes les façons, pour rebondir là-dessus, il y a encore pas mal de gens qui recherchent les choses qui sont un peu lugubres, qui sont un peu mortifères. C'est plus fort qu'eux parce qu'ils n'ont pas envie de quitter cette peur quelque part. Et en plus, il y a un phénomène aussi qui est un peu fou, c'est la peur d'être heureux.
Ça, on n'en a pas parlé, ça, la peur des... Alors, c'est un truc de dingue. Hein. Mais évidemment, c'est inconscient. Les gens n'ont pas envie d'avoir peur. Et si on leur pose la question, est-ce que tu veux être dans le bonheur et être heureux? Il faut répondre oui. Mais inconsciemment, non. Parce que pour ça, il faut se déshabiller, il faut enlever le masque, justement, en fin de compte, on n'est pas dans sa vérité. Vous voyez? Il faut enlever ce masque qui fait en sorte que nous trichons. Nous trichons nous-mêmes par rapport à la réalité qui nous envoie en fin de compte des messages qui pourraient justement nous enlever ce masque, et on a peur d'enlever ce masque. Beaucoup de gens ont peur d'enlever ce masque parce qu'ils verraient dans le miroir leur vrai visage. Et ça, pour ça, ils se créent justement quand ils voient des partages qui sont très mortifères, eux-mêmes ils partagent à d'autres, ou ils en créent eux-mêmes d'ailleurs, ou alors ils recherchent le mortifère au travers de l'actualité parce qu'ils se confortent dedans. Voyez. Et ça, effectivement, tant qu'ils ne sont pas sortis de là, ils ne pourront pas enlever leur masque qui leur permettent de tricher justement.